Bonjour, bonjour docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Y a-t-il beaucoup de gens qui vous demandent à mourir? Généralement, les demandes ne se font pas de cette façon-là. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de patients en soins palliatifs, c'est-à-dire des gens qui sont en fin de parcours d'une maladie chronique, d'une maladie grave qui est le cancer, des gens qui ont pu ou non bénéficier d'un traitement, qui arrivent en fin de parcours et on sait très bien que c'est la fin. Et là, on est ce qu'on appelle dans une phase palliative de la maladie. Il n'y a plus de possibilité d'améliorer, de prolonger la vie. On est dans une fin de parcours. Et là, nous avons quand même des supports pour nous aider à prendre en charge ce type de patient. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui demandent à mourir? Pas comme ça. Généralement, les gens ont des demandes bien spécifiques au niveau douleur, c'est-à-dire les gens veulent terminer leur jour sans souffrir. Mais demander à précipiter la mort, à accélérer le processus de la mort, c'est une demande qui est beaucoup plus rare que ça. C'est-à-dire on n'a pas régulièrement cette demande-là. Non. D'accord. Et vous a-t-on déjà demandé d'aider quelqu'un à mourir, personnellement? Là encore, les demandes ne sont pas faites directement. C'est vrai qu'il y a des proches qui peuvent nous suggérer d'essayer d'activer le processus. Mais nous, ça ne se passe pas comme c'est fait par exemple dans des pays comme la Belgique ou la Suisse, où il y a des demandes spécifiques des familles, de patients, pour activer le processus de la mort. En France, on a moins souvent ce type de demande. Mais c'est vrai que certaines fois ça arrive, mais c'est rare. C'est vrai qu'en France, on peut considérer ça comme une différence culturelle entre une culture anglo-saxonne et une culture latine. Donc c'est vrai qu'en Suisse, en Belgique, dans les pays anglo-saxons, les gens sont plus ouverts à parler de ce genre de choses, c'est-à-dire de la mort. Dans certaines cultures, c'est un petit peu tabou, et je dirais qu'en France, on est plutôt entre les deux. On a plus souvent une demande dans le sens inverse que... Désolé. C'est prêt? C'est prêt. Ok. Pour les gens qui sont en situation palliative, c'est-à-dire des gens qui sont en fin de vie, en France, nous avons une loi qui est ce qu'on appelle la loi Leonetti. Normalement, on n'a pas le droit d'aider quelqu'un à mourir. On n'a pas le droit d'activer le processus de la mort. Mais on a le droit d'aider quelqu'un à terminer ses jours dignement. Donc il y a une loi qui a été votée en 2005, un député qui s'appelle Leonetti, c'est la loi Leonetti, donc qui encadre cette prise en charge de la fin de vie, la prise en charge de quelqu'un qui est en fin de parcours, en fin de vie. C'est une loi qui essaie de mettre le patient au centre de la prise en charge. C'est-à-dire c'est au patient de décider s'il souhaite qu'on arrête les traitements, s'il souhaite qu'on continue les traitements. Bien sûr, on a fait aussi intervenir ce qu'on appelle une collégialité, c'est-à-dire les décisions d'arrêter les soins, d'arrêter un traitement spécifique pour prolonger la vie, doivent être une décision consensuelle, pluridisciplinaire. C'est-à-dire c'est une décision où il y a les médecins, l'oncologue, le médecin qui s'occupe des soins palliatifs, c'est-à-dire la prise en charge de la fin de vie, les parents, le patient. Et cette décision, elle est prise en concertation, tout en sachant que finalement, c'est le patient qui a le dernier mot, qui décide. Donc, généralement, les patients, on leur demande, au début de la prise en charge, de déterminer ce qu'on appelle une personne de confiance. Et si possible, de nous donner ce qu'on appelle des directives anticipées. Les directives anticipées, par exemple, la personne peut nous dire... Écoutez, s'il arrive à un certain moment où je n'ai pas mes capacités pour prendre ma décision et je me trouve dans une situation de défaillance, j'aimerais pas qu'on prolonge ma vie de façon artificielle, j'aimerais bien terminer mes jours tranquillement sans acharnement thérapeutique. Voilà. C'est ce qu'on appelle des directives anticipées. Et puis la personne de confiance, généralement la personne désigne dès le début, quand la personne est valide, une personne de confiance, généralement c'est un membre de la famille ou un proche, un ami quelconque qui est une personne de confiance, qui pourra décider à sa place, le moment venu, à la fin du parcours.
Voilà. Donc, la prise en charge de la fin de parcours, c'est une prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui interviennent dans la prise de décision finale. Voilà. À moi. Vous est-il déjà arrivé de penser devoir mettre fin à la vie d'un patient qui vous l'aurait demandé? Enfin. Non, nous ne faisons pas ça et nous, moi je l'ai jamais fait et c'est pas légal, c'est interdit. Mais même par compassion C'est illégal. D'accord. C'est-à-dire on ne peut pas accélérer le processus de la mort. Non, c'est interdit. Mais par contre, on peut tout faire, on a suffisamment de produits, d'outils pour aider les gens à finir leur parcours dans la dignité, en souffrant le moins possible. On peut soulager les gens, diminuer la douleur, diminuer les situations de stress psychologique, stress physique, souffrance psychique. On peut aider les gens sur ce plan-là. Mais on ne peut pas activer, non, on ne peut pas. Et mes collègues ne le font pas non plus. Non, en France, on ne fait pas ça. Et est-ce que certains de vos patients vous ont avoué partir à l'étranger pour mettre fin à leur vie? On ne m'a jamais fait cette confidence. Non. Je pense qu'il y a très peu de patients qui souhaitent faire ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, généralement, on a plutôt des demandes dans le sens inverse, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment en fin de parcours et qui aimeraient bien continuer une prise en charge dans l'idée de prolonger la vie, et non dans l'idée d'accélérer la fin. Non, on a plus la demande inverse. Là encore, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la différence qu'il y a entre une culture latine et une culture anglo-saxonne. Donc, je pense que chez nos amis frontaliers, on aura plus souvent cette demande qu'en France. En France, on n'a pas beaucoup cette demande d'accélérer. C'est vraiment des situations, des cas hyper rares qu'on voit surtout dans les médias, mais dans la réalité, on ne voit pas vraiment beaucoup ce type de demande. Que pensez-vous des lois françaises sur l'euthanasie? Je pense que c'est une loi intermédiaire. Moi, je pense que c'est bien quand même de dire que en tant que médecin, nous ne sommes pas là pour accélérer le processus de la mort. Nous ne sommes pas là pour donner la mort. Nous sommes là pour soigner les gens. Maintenant, on peut aussi permettre aux gens de finir leur jour dans des conditions dignes. Voilà. Je pense que les lois françaises représentent une situation intermédiaire entre les anglo-saxons, nos amis frontaliers qui légalise l'euthanasie. L'euthanasie, c'est-à-dire qui autorise à un médecin ou à quelqu'un de donner la mort, et d'autres sociétés qui refusent catégoriquement d'en parler. Moi, je pense que les lois françaises, ce sont des lois qui sont, je pense, bien adaptées. Maintenant, il faudrait que ça soit mieux connu. Voilà. Je pense que si on connaît, si on utilise bien ce qui est dit dans la loi, on a suffisamment de choses à faire pour aider les patients, pour aider nos patients qui sont en fin de vie à terminer leur jour dignement. Là encore, on parle de collégialité, du patient au centre de la prise en charge, c'est-à-dire c'est le patient qui décide. C'est pas une décision individuelle. Je ne peux pas, en tant que médecin, rester dans mon bureau et décider pour qui je dois continuer les soins, pour qui je vais l'arrêter, mais c'est une décision qui doit être collégiale. C'est-à-dire collégiale, le médecin, l'infirmière, l'aide-soignant, le psychologue, l'assistante sociale, tout le monde. Et aussi, au centre de tout ça, le patient qui a son mot à dire, et sa famille. Voilà. Et que pensez-vous de la modification de loi proposée, c'est-à-dire la sédation profonde et continue? Là encore, c'est vrai que la loi nous autorise à sédater les gens. Par exemple, quelqu'un qui a une souffrance psychique et ou une souffrance physique, c'est-à-dire avec des difficultés respiratoires, des problèmes neurologiques, des douleurs insupportables, on a suffisamment de médicaments pour soulager les gens, jusqu'à la sédation.
La sédation, c'est-à-dire on agit sur le système nerveux pour que la personne n'ait pas cette sensation de stress, cette souffrance physique ou psychique qui précède certaines fois la mort dans des situations délicates comme les cancers généralisés. Je pense que c'est un outil indispensable qui nous permet actuellement de mieux prendre en charge nos patients. C'est indispensable et c'est important. Aujourd'hui, on peut sédater nos patients. Par contre, cette sédation doit être, disons, il faut faire une sédation, juste la sédation nécessaire. On ne peut pas faire une sédation dans l'idée d'entraîner la mort. Non. C'est-à-dire, il faut que cette sédation soit limitée dans l'idée de soulager la souffrance. Et cette sédation, c'est une sédation qui est utile. Mais là encore, légalement, on n'a pas le droit de sédater quelqu'un au-delà du raisonnable pour entraîner la mort. Non. En France, on n'a pas le droit de le faire et je pense qu'il ne faut pas nous autoriser à le faire non plus. Je pense que ce qu'on a aujourd'hui est amplement suffisant pour prendre en charge nos patients en fin de vie. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Docteur Benoît. Docteur Benoît. De rien. Autre question? Non, ça va et toi? Non, il y en a pas Ça qui va. viennent. Merci.